là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que effectivement, sur d'autres briques, c'est clair qu'on a une position intéressante pour savoir c'est quoi, nous, dans notre métier, les vrais gros problèmes qu'il y a à régler. À partir de quel moment tu as pu commencer à constituer une équipe et tu t'es agrandi? Alors, j'ai un peu eu un faux départ il y a 1 an et demi, 2 ans, où en fait j'ai fait une embauche sur un projet qui était un peu bête. C'est-à-dire que c'est facile de relire après coup, hein, mais c'était une mauvaise embauche, on va dire. Okay. Et c'était un investissement beaucoup trop important sur un projet qui avait peu de chances de fonctionner, d'être rentable. C'était l'époque où un peu tout le monde se lançait dans le merchandising. Et donc, tout le monde essaie de créer un peu sa marque de vêtements ou des trucs comme ça dans l'écosystème des créateurs de contenu. Il y a eu les Happy Few où ça a super bien marché et le reste où, en fait, on se rend compte que c'est méga dur d'avoir une activité dans le game du textile qui est rentable et qui se passe bien. Surtout quand tu as une autre activité à côté en parallèle d'audiovisuel. Enfin bref, c'était vraiment objectivement pas une idée géniale qui m'a un peu coûté et qui était quand même hyper intéressante. Donc ça, c'était mon faux départ en termes d'équipe. Après, donc, je suis revenu un peu tout seul jusqu'à ce que les choses aillent mieux et que j'en ai un peu sous le pied pour pouvoir mettre un peu l'accélération de cette année. Où du coup, on est passé effectivement de tout seul en début d'année à 6 maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui constitue ton équipe et comment tu as organisé un petit peu ce recrutement? Alors, on est 3, on va dire, en mode création de contenu. Il y a un monteur, un motion designer 3D et un développeur. C'est un workflow assez simple où on a chacun la responsabilité de certains canaux de diffusion et on s'occupe d'écrire des contenus, de les tourner, de les envoyer au montage, de voir toute la pipeline en fait de production, à chaque étape, comment est-ce que ça avance, qu'est-ce qui bloque et tout. On a aussi un développeur qui est là pour... Ça allait être ma question d'après, pourquoi il y a un développeur dans cette équipe? Pourquoi il y a un développeur? Il est en alternance, donc on va dire que c'est pas un vrai full-time. L'ADN qu'on essaie de conserver, c'est que on essaye de faire tout aussi bien que les autres, mais avec 5 fois moins de gens et de moyens en fait. Quasi aussi bien que les autres, on va dire. Et du coup, ça nous mène à potentiellement trouver des hacks. Genre créer des petits programmes qui nous aident à aller plus vite à faire certaines tâches, tu vois. Avoir des petits outils, des optimisations, des process. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un développeur. C'est pas impossible que cette année, il bosse sur des projets dont on discutait. Dont on parlait, Voilà, exactement. Monter des projets d'appli ou de SaaS ou de trucs comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est en gros aider à préparer les contenus, puisqu'on parle de numérique et tout, donc parfois on a besoin de développer un petit truc par-ci par-là. En gros, huiler les pipelines de la boîte. Voilà, exactement. Je crois que c'est dans l'émission Underscore où tu as fait un bot pour les caméras. Voilà, par exemple, exactement. Donc c'est maintenir des petits outils comme ça. Exactement, ça c'est une optie qu'on a fait, donc, qui s'appelle Gabin, qui fait plus que changer les caméras maintenant, qui fait aussi la gestion de l'affichage de tweets, de sondages, de tout ce qui est dynamique en fait et qui se passe pendant le live. Super intéressant ce côté-là. Si t'es créateur de contenu et que t'as pas un tech dans l'équipe, ça doit te coûter bien plus cher d'avoir le même genre d'outils, voire impossible des fois sur certains. Clairement. Ça pour l'instant c'est que des trucs qui existaient déjà. À l'origine c'est moi qui faisais vraiment toute l'implème, le dev, sauf que c'était pas tenable indéfiniment. Et du coup et surtout moi j'étais bien content d'avoir de l'aide, des nouvelles idées et tout. Et là je pense que cette année ça va être le moment où il va y avoir pour le coup vraiment des nouveaux projets, des trucs que moi j'aurais jamais fait tout seul quoi. Du coup, tu as des super opportunités finalement dans ton secteur d'activité, puisque tu es toi-même ton utilisateur. Vu que tu vas les utiliser, ces logiciels, tu peux aussi les vendre. Clairement. Alors, on a eu un bon débat là-dessus sur cet outil-là, sur Gabin, qui est un peu, on peut appeler ça un gestionnaire de talk show, tu vois. Et en fait, la conclusion, c'est que le marché est vraiment trop petit pour que ce soit vraiment intéressant. C'est-à-dire que les gens qui font des talk shows web, soit ils ont les sous pour se payer une vraie régie, tu vois, soit ils s'embêtent un peu moins que nous et ils trouvent des astuces, ou alors tu vois, ils font des trucs qui peuvent être potentiellement un peu moins quali et tout, mais en fait qui conviennent très bien. Donc il n'y a pas vraiment de marché en fait pour ça. Donc on va probablement cette année le mettre en open source. Parce que moi, j'ai toujours voulu avoir peut-être au moins un projet, tu vois, qui soit un peu comme ça communautaire et tout. Par contre, là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que effectivement sur d'autres briques, c'est clair qu'on a une position intéressante pour savoir c'est quoi, nous, dans notre métier, les vrais gros
problèmes qu'il y a à régler. Parce qu'on est dedans, tu vois, jusqu'au cou. Et effectivement, d'autres briques que nous, on développe en interne, pour notre usage, là, pour le coup, je pense qu'elles peuvent totalement avoir une seconde vie comme SaaS, quoi. Et donc, c'est peut-être un truc qu'on va développer cette année. Exemple, j'ai pitché vraiment un proof of concept sur ma chaîne YouTube il y a 2 ans maintenant. C'était un plugin pour Adobe Premiere. Je sais pas si tu vois, c'est un logiciel de montage qui est vraiment utilisé par la plupart par tout le monde. Voilà, quasiment tout le monde. Sauf éventuellement ceux qui utilisent Final Cut, mais ça doit être 5-10%, quoi. Et du coup, cet outil est extrêmement modulaire et ils ont un SDK et des API qui sont vraiment très ouvertes. On peut reprocher vraiment beaucoup de choses à Adobe, mais sur le côté ouverture et tout, franchement, c'est pas mal. Et du coup, certains archaïsmes qu'on observe dans le game de la production vidéo pour le web pourraient être réglés avec des outils complémentaires. Notamment, aujourd'hui, on est en train de bosser sur un outil qu'on a appelé Blaze. On aime bien les noms débiles. Et en gros, qui est un genre de méta-moteur de recherche pour un méta-moteur de recherche de contenu pour les monteurs vidéo. Je sais pas si tu as déjà essayé de monter, de créer une vidéo donc pour YouTube ou un truc comme ça, mais souvent tu passes énormément de temps à aller chercher des contenus partout sur le web, tu vois. Aller pour faire télécharger une vidéo sur YouTube, télécharger un GIF, une image, un plan d'illustration sur telle banque d'images ou telle banque de vidéos. Tu passes un temps fou à faire ça. Je pense que c'est 30 secondes par 30 secondes, mais mis bout à bout, en fait, dans le temps que tu passes à monter ta vidéo, à créer ta vidéo, c'est énorme. C'est 10 clics pour une action qui, au fond, quand tu y penses, est assez simple. L'idée, c'est d'avoir un moteur de recherche qui est directement à l'intérieur de ton Premiere. Tu ne quittes jamais ton logiciel de montage, tu fais un raccourci clavier et tu as envie de mettre un contenu, je sais pas moi, une réaction, tu vois, un gif ou un truc comme ça, juste tu rentres ta recherche et ça te dit, voilà, on t'en propose sur YouTube. Tu peux directement aller prendre de 2 minutes 20 à 2 minutes 40, télécharger cette partie-là et la mettre dans ton montage. Propose Jiffy, Twitter. Oui, toutes les sources les plus connues. Exactement. Ouais. Tout ça à l'intérieur, c'est un peu une fenêtre vers tous les contenus qui existent, mais dans ton outil de travail, quoi. Donc ça, c'est un truc que nous, on développe pour nous, parce que c'est très utile pour nous diviser nos temps de montage par 3, tu vois. Et du coup, ça m'étonnerait pas que, pour le coup, il y a un marché pour ça à l'extérieur. Il y a un marché énorme. Par contre, c'est pas un soft facile à faire, je pense. Non, c'est clairement pas le plus simple. C'est clairement pas le plus simple. Il y a plein de problématiques. Faut se dire qu'il y a un peu des problématiques que va avoir un Zapier, par exemple. T'imagines l'enfer que c'est pour Zapier de maintenir toutes les briques. Bon, alors je sais que je pense pas que c'est eux qui font toutes les intégrations et il y a le moment où t'es too big to fail, où c'est en fait les entreprises qui font les intégrations vers ton service parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Mais je pense qu'au début, c'est toi qui es obligé d'aller faire toutes les intégrations vers tous les services, se connecter à toutes leurs API. Et ça, clairement, ça va être pour notre pomme, quoi. Donc on est d'accord que c'est pas le projet le plus simple. Ça pourrait être un bon truc potentiellement open sourcé aussi. Si toi tu vends le service dans Premiere, mais tu as tout ce qui est intégration open sourçable pour que des gens puissent participer et rajouter des intégrations. Ouais. Non, c'est pas con. Je sais pas si tu connais l'alternative à Zapier qui s'appelle N8N. Ouais. Qui est open source et qui du coup explose en ce moment parce que tout est open source. Ouais. Mais alors eux, ils ont un modèle pour le coup vraiment SaaS où ils ont de l'hébergement. Ils l'ont sorti ? Parce qu'au début, c'était même pas sorti. Hein. C'était démerde-toi. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas de modèle économique, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent, je crois. Oui, c'est ça. Mais pour le plugin les modèles Premiere, tant qu'il est sur le store, sinon il faudrait que les gens aillent compiler eux-mêmes le plugin, etc. Ils préfèrent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais je trouve ça hyper intéressant, honnêtement, les modèles comme ça, un peu hybrides, où t'as une partie open source, ou alors en fait où ta codebase elle est complètement open source, mais derrière tu vends des services qui sont à côté. Je sais pas si tu vois Ionic,
Mais C'est, non. si, je vois très bien parce que en fait, je suis un des développeurs les plus actifs en France, je pense, dessus. Sérieux? Et je suis en Sérieux? train de créer des gros plugins là, qui vont C'est sortir. incroyable. Enfin, ouais. Bah, enchanté, Toutes les apps que enchanté je fais parce que. en mobile sont dessus, ouais, Mais ça me depuis fume parce que que tu ça sais existe. que moi, j'ai toujours développé avec ça. Ah ouais? Ah bah, Tous mes j'ai projets pas osé d'appli. tout à l'heure te poser la question sur quoi t'avais développé tes Mais apps. tous mes projets d'appli depuis que j'ai 15 ans, ils sont faits avec Ionic. Et j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de. Enfin, la communauté française n'était pas très développée. Donc, je sais pas, moi, autour de moi, j'en parle pas trop et tout. Mais du coup, ravi de. Ouais, donc en fait, il y a il y a un vrai problème de chauvinisme chez les techs, et pour Ionic, je pense, c'est vraiment très très présent. C'est que comme c'est une technologie web que tu mets dans un truc natif, les gens ils disent ouais, mais c'est lent, c'est machin, enfin, alors que ça n'a rien à voir, mais c'est juste du Ouais, chauvinisme, je pense, non, non, bien par sûr. rapport aux gens qui bossent en natif. Et du coup, c'est ce qui fait que l'autre technologie qui est en concurrence avec, qui est React Native, a été Ouais, beaucoup plus prise, alors que c'est la même chose. ouais, Genre, pour les gens qui comprennent rien à la tech, il y a toujours du JavaScript qui tourne derrière. C'est juste ouais, ouais, les écrans qui sont natifs. Mais, je m'étais effectivement tapé toutes les controverses sur ça qu'il y a eu depuis 10 ans. ouais, ouais, bah ouais. Mais trop marrant en tout cas. Je sais que si j'ai des gros problèmes, je viendrai te voir. Pas de souci. Pas de souci. En ce moment, du coup, je suis passé à fond sur mes projets. J'étais CTO avant d'une boîte et j'ai arrêté. J'essaie d'être à fond sur des projets aussi solo. Et un Ouais, des projets que je suis en train de monter là, c'est de faire de pouvoir permettre à n'importe qui n'a pas l'écosystème Ionic ou qui n'a pas Xcode, Android Studio, etc., toutes les apps qu'il faut pour pouvoir tester ton app en natif, de pouvoir le faire juste en envoyant dans mon service cloud. Et après, j'ai une application bac à sable, un peu comme Expo fait pour React Native. Donc je suis en train de reproduire le concept chez Ionic et Capacitor du coup. Et, trop bien. et voilà. J'étais en train de coder sur ça ce matin, je crois. Ça y est, ça c'est Ouais. incroyable. Il y avait un des trucs qui me faisait rêver dans les. Alors je sais pas si ça a été abandonné ou quoi, mais genre des Ionic Studio ou des trucs comme ça, où c'était un IDE, mais qui était à moitié éditeur de. Enfin, Ouais, tu WYSIWYG, fais quoi. du click and drop, du drag Ouais, and drop. Je crois que ça existe toujours si tu payes Ionic. ok. Tu as accès à ça. Comme Ouais, le live update, en fait, c'est le fait de mettre à jour ton application à ouais, distance sans passer par les stores. ouais, Ils font ouais. ça aussi en C'est payant. des services. Ouais. Mais l'écosystème web et toutes les nouvelles techno, elles sont. C'est fou quand ce qui est en train de se passer là. Ouais. T'as Mais tout les le côté stacks no-code modernes aussi. maintenant. Ouais, ouais, elles sont ouf. Assez impressionnant ce côté-là. Mais du coup, ouais, moi, c'est des trucs qui m'inspirent pas mal sur le côté open source. Là, le projet que je t'ai dit, tout est open source, Ouais, c'est trouvable sur mon GitHub. Je mettrai le lien s'il y a des gens ouais, intéressés. Je sais qu'il y a des gens tech qui écoutent le podcast, donc ça peut les parfait. intéresser. C'est un truc qui m'intéresse pas mal. Et un modèle que je trouve cool sur l'open source, c'est Plausible. Je sais pas si tu connais. Non? C'est une alternative à Google Analytics qui est privacy friendly. Donc au lieu Ouais, d'utiliser des cookies pour te top. traquer, ils font avec un user ID unique qui est stocké en local storage, je crois. Tout est open source, tu peux l'héberger toi-même, ou sinon tu payes 6 balles et tu as la solution in-house chez eux. Et Ouais, là, ils viennent de passer les 50 000 euros de MRR, alors que tout le monde pourrait l'installer chez soi, quoi. ouais, C'est ouais. un truc super simple que tu pourrais installer, mais en fait, c'est tellement cool ce qu'ils font et comment ils le font que les gens préfèrent Ouais, payer. t'as Moi, envie tu de vois, soutenir je le suis truc. utilisateur. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas cher, hein, c'est 6 balles par mois, je crois, ou 5 Ouais. balles. Non, mais moi, franchement, je trouve que c'est un modèle qui allie un peu le meilleur des deux mondes, quoi. C'est-à-dire que tu peux quand même financer des trucs sympas, mais en même temps avec plein d'avantages de l'open source. Il y a un bon autre exemple aussi, c'est Supabase, qui est une alternative à Firebase. Ouais, 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 C'est grave. le fait de ne pas avoir de back-end Firebase de Google, qui est ultra fermé, ultra cloisonné, qui fait des Ouais, bien trucs un sûr. peu chelous des fois. Et moi j'utilisais ça pour toutes mes apps du coup, et je Ouais, suis passé sur Supabase qui est open source et j'ai participé à certains trucs. Du coup, il manquait la connexion avec LinkedIn. J'ai une app où c'est un outil de data analytics qui fait des données sur ouais, LinkedIn. Et il manquait le connecteur LinkedIn et du coup je l'ai fait. Et ça vient d'être mergé aujourd'hui, justement. trop bien. Et Ouais, parce que ça c'est les miracles de l'open source, quoi. Supabase peut te faire à la gestion d'utilisateurs aussi comme Firebase. Oui, ils font exactement pareil. Le seul Tout truc qu'ils pareil. font pas, c'est pour le moment les fonctions.
les functions j'ai fait à moitié du franglais, les functions Firebase qui sont pas possibles, mais tu peux passer par d'autres services. Moi, j'utilise Netlify. Netlify, ouais. Netlify. Ouais. J'ai francisé le truc. Mais voilà. En fait, tu te dis, mais ça aurait tellement dû être lancé par Google, quoi. Franchement. Bah ouais, et je pense qu'ils se mordent les doigts, parce que la vitesse où ils grossissent Supabase, c'est ouf. Je sais pas combien ils ont levé là de millions. Non, c'est trop stylé ces projets. Mais j'ai l'impression là depuis... C'est une bonne année pour être développeur web. Ouais, ça fait un moment, mais ce que j'allais dire, c'est... j'ai l'impression que depuis 2021, là, il y a énormément de projets qui viennent casser des business qui étaient fermés, et qui viennent le refaire en open source. Et ça, je trouve ça assez stylé, parce que tu le vois dans les cryptos, comme ça avance tellement vite versus le monde normal, parce que l'open source, forcément, quand tu partages... C'est une respiration dans l'écosystème qui est assez cool.